Bonjour et bienvenue à ce webinaire organisé par l'UFE en partenariat avec Academia. Mon nom est Nathalie Ponac, je suis basée à Miami. D'ailleurs, si vous pouvez nous dire où vous êtes situé, votre ville et votre état, ça nous permettra un petit peu de mieux connaître les gens qui suivent ce webinaire ce soir. Je suis basée à Miami, donc en Floride, depuis 2005, où je fais du conseil en orientation pour accompagner les élèves qui souhaitent poursuivre leurs études aux États-Unis et au Canada. Il y a 3 ans, j'ai ouvert les bureaux d'Academia aux États-Unis afin d'offrir des options de qualité en soutien scolaire et en préparation aux examens, notamment pour les Français de l'étranger. Cet événement a été organisé en partenariat avec l'UFE. Academia, aux États-Unis, nous avons des enseignants présentiels à travers les différents États et aussi en live via Skype si les familles préfèrent. Alors, juste un point d'organisation avant que je vous entraîne dans les méandres du processus d'admission. Je vais vous faire une présentation qui dure 20-25 minutes et ensuite, avec ma collègue Pascal Billot, nous répondrons à vos questions pour aussi à peu près 20 minutes, 20-25 minutes pour que ce soit pas trop long. Donc, comptez à peu près 45 minutes de webinaire. Première, comment intégrer une université américaine? Si vous êtes là ce soir, c'est le sujet qui nous intéresse. Et donc, on va se concentrer simplement sur l'orientation post-bac, l'orientation à la suite à la fin du lycée, après soit le baccalauréat, soit le bac international, l'IB. Soit le high school diploma. Donc, il s'agit de s'inscrire dans une université pour obtenir un bachelor aux États-Unis, ce qu'on appelle un undergraduate degree. Donc, c'est un bachelor, c'est 4 ans d'études pour obtenir un bachelor en arts ou en sciences, et non pas un graduate degree qui est en fait un master ou un doctorat, un PhD, ou même des programmes professionnels, puisque aux États-Unis, vous le savez déjà, médecine ou droit sont des programmes de post-bac, donc de post-bachelor, donc c'est des programmes de graduate. Aujourd'hui, nous allons regarder comment intégrer une université au niveau du bachelor, pour obtenir un bachelor. Alors, la complexité vient du fait qu'il y a plus de 4000 universités aux États-Unis, dont plus de 2500 qui offrent ce fameux bachelor. Il y a 3 types d'universités. Je vais passer très vite, vous aurez ces slides ensuite parce que j'ai beaucoup de choses que je vais vous dire ce soir. Mais il faut savoir qu'il y a donc les universités nationales, publiques et privées. La chose la plus importante à retenir entre les deux, c'est que les universités publiques ont en général un tarif différent pour les résidents de l'État, puisqu'elles sont subventionnées par le contribuable de l'État, alors que les universités privées ont les mêmes frais de scolarité, quelle que soit la résidence de l'étudiant. Donc ça, c'est une distinction importante. Ensuite, il y a des liberal arts colleges qui sont en fait des universités beaucoup moins connues à l'étranger, qui se concentrent essentiellement sur le parcours undergrad. Ce sont des petits établissements, souvent dans des zones rurales, qui ont quelques centaines d'élèves, voire quelques milliers. Enfin, la dernière catégorie, ce sont les community colleges qui, eux, n'offrent pas forcément des bachelors, mais des associate degrees, qui sont des diplômes en 2 ans. Et il y a un transfert possible après pour obtenir son bachelor à la suite de ce associate degree. Alors, comment choisir ou postuler? Vu le nombre d'universités à la disposition des élèves, comment on choisit? Il y a 5 questions à se poser. La première, c'est puis-je être admis? La sélectivité des universités varie énormément en fonction de leur réputation. Donc, les taux d'admission changent, leurs critères changent. Il faut se poser cette question.
Ensuite, quelles sont mes contraintes financières? Puisque, comme je l'évoquais tout à l'heure, quand on est résident dans un État, on a des tarifs bien plus avantageux dans les universités publiques. Il y a aussi des bourses au mérite. On en reparlera un petit peu plus tard dans la présentation. On peut aussi se demander, est-ce que à l'université qui m'intéresse offre mon major? Alors, il y a beaucoup de majors qui sont offerts qu'on trouve dans beaucoup d'universités. Par contre, si on a un major un peu spécifique, la major, c'est la concentration, en fait, la matière que l'élève va étudier lors de son bachelor. Donc, si on veut faire zoologie ou sciences cognitives, il faut être sûr que l'université offre ce major. Même pour business, beaucoup d'universités, même parmi les plus prestigieuses, n'offrent pas de management en undergraduate. Ensuite, des questions de plus de préférence. Quel type de campus je préfère? Où est-ce que je voudrais habiter? Etc. On entend beaucoup parler de la difficulté de rentrer dans les universités aujourd'hui. Il faut savoir que ça s'adresse à une toute petite partie des universités, puisque la majorité des universités acceptent plus de 50% des candidats. Malheureusement, les universités que vous connaissez tous probablement le plus, les plus prestigieuses, sont celles que vous voyez en rouge dans le diagramme, avec une sélection très importante, comme on va le voir sur le tableau suivant. Les plus connues sont souvent les plus sélectives. Je vous ai mis quelques chiffres. On va parler par exemple du premier, qui sont les statistiques d'admission de Harvard. Harvard, en 2017-2018, a eu 42 000 candidats pour 2 000 admis, ce qui veut dire qu'il y a eu 40 000 élèves qui ont été refusés, avec un taux d'admission en dessous de 5%. Similaire pour Stanford. J'ai aussi indiqué les chiffres de UCLA, donc l'Université de Californie à Los Angeles, parce que UCLA a la spécificité de recevoir le plus de candidatures de toutes les universités, avec plus de 100 000 candidats chaque année pour 16 000 places. Donc, un taux d'admission qui est assez bas, de 14%, sachant que donc, les universités publiques, comme UCLA, favorisent les étudiants de l'État, donc les taux d'admission sont encore plus réduits pour les élèves qui sont out of state, donc les étudiants qui ne sont pas résidents de l'État de Californie. Par contre, je vous ai mis quelques bonnes nouvelles. George Washington University à Washington accepte 40% de ses élèves, et CU Boulder, pour ceux qui voudraient faire du ski, et c'est vraiment une superbe université, accepte près de 80% de ses élèves. Donc, il y a du choix, il y a des options autres que celles qui sont très, très connues. Je vais vous parler maintenant de comment optimiser son dossier pour être admis. Sachant que je vais vous parler surtout de comment optimiser pour les meilleures universités, les universités les plus sélectives. La chose à retenir quand on vient d'Europe, c'est qu'en fait, on commence tout plus tôt aux États-Unis. Il faut commencer beaucoup plus tôt qu'en France, parce que les notes comptent à partir du 9th grade, voire avant. Parfois, c'est 8th grade. Donc, 9th grade, c'est l'équivalent de la 3e. Les tests standardisés dont nous allons parler se passent dès 11th grade, dès la première. Et les dossiers sont envoyés dès le mois d'octobre. Hier, nous avions une date limite, une deadline pour Georgia Tech, par exemple, et l'université de Chapel Hill. Les deadlines étaient pour le 15 octobre. Donc, en France, on va envoyer les dossiers en mars-avril de terminale. Ici, on commence en début de l'année de terminale, en fait. Donc, une fois qu'on s'est dit qu'il fallait commencer tôt, que cherchent les universités? Qu'est-ce qu'elles vont regarder dans le dossier? Comment le mieux se préparer au mieux? La première chose attendez, j'ai passé un petit peu trop vite. Il faut savoir que les universités américaines, pour la plupart, ont une approche, ce qu'on appelle holistique. C'est-à-dire qu'elles vont considérer l'élève dans son intégralité, son excellence académique sur plusieurs années, mais aussi les activités extrascolaires, son leadership, sa personnalité. Alors, comment elles évaluent ça? Elles vont évaluer en regardant les notes, donc depuis le 8e ou 9e grade. Elles vont évaluer les capacités académiques en regardant les tests standardisés, SAT, ACT, TOEFL. Éventuellement, on en parlera un petit peu plus du TOEFL en fin de session.
Mais elles vont aussi regarder, à la différence d'autres pays, elles vont regarder les activités extrascolaires, le leadership, donc sport, musique, bénévolat, recherche, créativité, tous les prix et récompenses, et ça sur l'ensemble de la carrière de high school de l'élève. Elles vont aussi regarder les personal statements, donc les essais, des lettres de recommandation des enseignants, éventuellement en fonction des programmes pour lesquels vos enfants vont postuler, un portfolio, donc un dossier pour l'art, un répertoire pour la musique, et une dimension qui est importante pour certaines universités qui s'appelle le demonstrated interest, c'est-à-dire la capacité à démontrer à l'université que c'est celle-là où on veut aller et qui peut donner un avantage à l'élève par rapport à d'autres candidats avec des forces identiques. Il faut savoir par contre que l'académique, c'est quand même essentiel. Et il est très très important pour vos étudiants de choisir le cursus le plus rigoureux possible. C'est-à-dire que dans choisir un double diplôme ou choisir des cours EPI ou IB ou Honors, parce que ça indique à l'université qu'on est capable de suivre des cours soutenus. Mais il faut aussi avoir de bonnes notes. Donc, pas de C, même si en France, un C, c'est 10, ça peut être acceptable. Ici, c'est pas considéré comme une bonne note. Donc, DA et DB, voire que DA, dans les cours les plus challenging possibles. L'autre aspect important, je conseille vraiment à mes élèves, c'est de s'assurer qu'ils prennent le bon cours de mathématiques ou de sciences. Parce qu'en fait, certains programmes vont vous demander, au moment de postuler, d'avoir pris ces cours-là. Or, à la différence de la France, où on est en filière, ici, c'est à l'élève un petit peu de choisir les cours qu'il va prendre. Donc, par exemple, pour architecture, il faut avoir fait physics. Pour business, il y a certains niveaux de maths qu'il faut avoir accompli. Il faut avoir fait pre-calculus au minimum. Pour rentrer dans les meilleures universités, il faut être au minimum à calculus honors ou epicalculus. Et pareil, si on est en IB, on ne peut pas prendre Math Studies ou Math Application SL pour rentrer dans une filière de business. En tout cas, pour les écoles les plus sélectives. Donc ça, ce sont des choix importants à faire tout au long du cursus en fait du lycée pour s'assurer d'avoir les bons cours ensuite. Donc le GPA, les notes. Le GPA, c'est le Growth Point Average, c'est la moyenne des notes de high school. Vous avez probablement avec vos enfants vu déjà ces notations sur leur dossier. En général, il y a 2 GPA. Il y a un unweighted GPA, qui est la moyenne scolaire, avec des notes, en fait, peu importe la difficulté du cours. Le A vaut 4, le B vaut 3, etc. Et en fait, c'est donc ce unweighted GPA pour lequel les universités font la moyenne, et on prend en compte que les matières qui sont les matières principales, les maths, les sciences, l'histoire, les sciences sociales, les langues étrangères, mais pas l'éducation physique. Enfin, il y a certaines matières qui ne rentrent pas dans le calcul du unweighted GPA. Donc, un bon GPA unweighted est au-dessus de 3,5, ça équivaut à un A. Et un GPA de 3, ça équivaut à un B. Donc, ça dépend des universités, mais pour les universités les plus sélectives, il faut être au-dessus d'un 3,5. Le weighted GPA, ce sont donc les points bonus pour les EPI, les IB, les Honors. Il est calculé de façon très différente pour chaque école. Et en fait, les universités prennent le unweighted GPA, les notes brutes, et recalculent souvent leur GPA, leur moyenne en fait pondérée. Ça leur permet de mettre tous les élèves à équivalence en fonction des différents programmes ou des différents pays. Donc, je vous ai parlé de l'académique. Ça, c'est la première chose. Donc ça, il faut savoir que vraiment l'académique, c'est central pour évaluer le dossier de l'élève. La deuxième chose que les universités vont regarder, c'est les tests. Donc, les tests standardisés.
On parle du SAT et du ACT. Je vais le prononcer à la française, c'est plus facile pour pas mélanger les deux. Donc, la question qui se pose, c'est comment avoir le meilleur score et c'est qu'est-ce que c'est qu'un bon score, quand est-ce qu'on le passe, qu'est-ce qui se passe. Donc, le SAT et le ACT, quoi, quand, comment, où. Alors, le SAT le plus connu, c'est le test initial que beaucoup de gens ont passé, surtout sur la côte Est. Maintenant, le ACT est aussi populaire. Plus de 2 millions d'élèves ont pris chaque test en 2018. Le SAT a 2 sections maintenant. Il y a une époque, il y en avait 3. Maintenant, il y en a 2. Une section donc, où on évalue le niveau anglais de l'élève, reading et writing, donc la lecture et la grammaire, et une section en mathématiques. Le score maximum est de 1600, 800 pour chaque section. Un timing plus facile. On va en parler un petit peu en comparant les 2 tests. Le ACT a 4 sections, English, Math, Reading and Science. Chaque section est notée sur 36 et le score composite est en fait une moyenne des 4. Le ACT est en fait à des maths un petit peu plus avancées, mais les questions sont beaucoup plus directes que le SAT. Mais par contre, il faut être très rapide. Par exemple, la section mathématiques du ACT, c'est 60 minutes pour 60 questions. Donc, 1 minute par question, il faut vraiment bien maîtriser le sujet. Ce que nous recommandons chez Academia, c'est de passer chaque test une fois et de recommencer celui qu'on préfère, puisque les universités acceptent l'un ou l'autre test, peu importe. Du coup, l'idée, c'est d'avoir le meilleur score dans un des 2 tests. Alors, à retenir, parce que ça, les écoles ne vous le disent pas forcément, c'est que donc c'est un test que les élèves passent en 11e grade, donc dès la première. Si vous n'avez pas eu le temps de le passer ou si vous n'avez pas eu le score que vous voulez en 11e, vous pouvez le passer en 12e. Les familles, ce sont les familles qui font l'inscription directement, qui choisissent la date et le lieu où passer cet examen. Quelques écoles font passer de façon systématique leurs élèves, mais c'est relativement rare. Et il peut être pris à plusieurs reprises. Pour certaines universités, vous choisissez le score que vous souhaitez envoyer. Donc, les universités recommandent de ne pas le passer plus que 3 fois, parce que les élèves ont autre chose à faire le samedi matin que de passer 4 heures. C'est un test qui dure 4 heures. Mais c'est possible donc de le passer à plusieurs reprises pour améliorer son score. Par contre, ce n'est pas en le passant plusieurs fois qu'on s'améliore, il faut vraiment le travailler. C'est un test qu'on peut travailler. Donc, comment optimiser ses scores? Moi, ce que je vous conseille pour ceux qui sont nouveaux aux États-Unis, c'est déjà d'évaluer le niveau de votre enfant. Les élèves ont passé aujourd'hui le PSAT, le Pre-SAT, le 16 octobre. Vous aurez les résultats probablement courant décembre. Si vous voulez savoir plutôt où votre élève se situe, vous pouvez faire un practice test, un test en temps réel que vous pouvez faire chez vous. Il y a plusieurs sites Nous organisons aussi des tests ici chez Academia, gratuits, pour justement que les élèves puissent évaluer leur capacité. Et ainsi se situer sur un barème. Je vous montrerai un petit peu le barème que publient les universités. Et comme ça, se fixer un objectif réaliste. C'est-à-dire qu'en fonction de là où ils partent, où est-ce qu'ils peuvent arriver et quelles sont les universités dans lesquelles ils peuvent postuler. On s'est rendu compte que c'est un test qu'on peut vraiment étudier. On fait de gros progrès quand on fait. C'est pour ça qu'il y a toute une effervescence autour du tutoring. Mais je voulais déjà vous dire qu'il y a 2 sites gratuits qui sont faits par Khan Academy et ACT Academy qui permettent aux élèves de se préparer tout seuls et de progresser. Donc, nous, on encourage les élèves à commencer comme ça, à apprendre à faire des practices tout seuls et à améliorer leur score, comprendre le test comme ça. Et ensuite, faire du tutoring pour optimiser les résultats. Donc, le tutoring permet des progrès rapides. Nous, nous encourageons à faire plutôt des cours particuliers ou en tout cas des cours en petits groupes avec des élèves du même niveau. Sinon, moi, je vois mes élèves ont tendance à pas progresser et c'est très, très frustrant et c'est de l'argent en fait que vous dépensez pour rien. Donc, qu'est-ce que c'est un bon score au SAT? Un score, donc pour les Ivy League, les Princeton, les Harvard, les meilleures écoles, les écoles les plus sélectives en tout cas, il faut être dans les top 1%.
Pour beaucoup de très, très bonnes universités, il faut être dans le top 10%. Donc, je vous ai mis en bas de l'écran, vous voyez, top 1% pour le SAT, c'est au-dessus de 1500. Pour le ACT, c'est au-dessus de 34. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet à la fois d'être admis dans l'université, ça on l'a déjà évoqué, mais aussi d'obtenir des bourses, soit des bourses au mérite, soit des bourses d'État, comme certains États qui ont en fait des bourses liées au niveau du SAT. Donc, et ça, c'est vrai même si on n'est pas américain, même si on est sur visa. Donc, c'est pour ça que les gens investissent beaucoup dans le SAT, c'est parce qu'il y a une vraie conséquence financière aussi à la fin. Donc, la moyenne, c'est autour de 1000 pour le SAT et la moyenne, c'est 21 pour le ACT. Donc, ceci étant dit, je vais vous montrer des exemples de scores pour les admissions dans certaines universités. Sachant que, donc, par exemple, un Princeton, si on se concentre sur la colonne de droite pour le ACT, les deux chiffres que vous allez voir, et ça, vous allez le voir sur l'ensemble des sites des universités, les deux chiffres que vous voyez sont les 50% du milieu des élèves admis. Ça veut dire que 50% des élèves admis à Princeton sont entre 32 et 35, ont eu entre 32 ou 35. 25% ont eu au-dessus de 35, donc ils ont eu un score parfait à 36. 25% en dessous. Et donc, pour évaluer les chances de votre enfant, c'est vraiment d'être dans la fourchette des 50% du milieu. Comme j'ai encore pas mal de choses à vous dire, je vais aller un peu plus vite. Je voulais aussi insister, en plus de l'académique, sur les activités extrascolaires. Parce que quand on vient de France, on a tendance à faire, nos enfants font de la musique, font du sport, mais peu de beaucoup moins de participation dans les clubs, dans les conseils étudiants qu'aux États-Unis. Or, ça, c'est un des aspects que les universités regardent de façon, c'est très important. Et donc, dès le ninth grade, encouragez votre enfant à s'impliquer dans son lycée, à faire partie de l'équipe de debate, modèle UN, à faire des compétitions de géographie ou de maths, et à utiliser son été à faire quelque chose de un petit peu différenciant. Donc, soit faire un cours en ligne, un cours de coding, de programmation, travailler s'ils ont l'âge, faire du bénévolat, etc. Donc ça, c'est vraiment une dimension très importante. Il y a beaucoup d'informations. Je voulais juste vous pointer vers en fait le site des universités. Les informations que je vous donne pour savoir comment appliquer sont souvent disponibles sur le site de l'université, sur leur site internet. Donc vous regardez Undergraduate Studies et vous regardez Admission, Apply. C'est là que vous aurez un guide. Par exemple, là je vous ai mis l'exemple de NYU, le guide pour appliquer avec toutes les pièces que demande l'université. Donc, une application en ligne, avec les essais, les tests, transcripts, etc. Une chose dont j'ai peu parlé, que je voulais évoquer de façon un peu plus précise, c'était le TOEFL. Donc, les universités vont demander le SAT et le ACT pour les élèves qui sont en général aux États-Unis. Et maintenant, il y a aussi des universités test optional. Mais ce sera pour un autre webinaire parce que c'est bien compliqué. Simplement, je voulais vous parler du TOEFL parce que, en fait, c'est un examen que les élèves qui n'ont pas eu de scolarité en anglais, ou en tout cas qui ont une scolarité pour moins que 3 ou 4 ans, ça dépend des universités, doivent passer pour qui montrent la maîtrise de l'anglais de l'étudiant. Donc, si votre enfant est dans une université en anglais, mais depuis moins de 3 ans, et vous pouvez l'inscrire au TOEFL en 12e pour remplir les dossiers. Et un point très important, c'est de ne pas oublier de respecter en fait les deadlines quand vous faites vos applications. Je vais prendre 2-3 minutes avant la fin, avant vos questions, pour évoquer justement la dimension financière. Je voulais vous montrer quelques frais des exemples de frais de scolarité. Ça augmente tous les ans. Je vous ai mis deux types d'universités en Floride et au Texas, les deux premières,
colonnes. Les deux dernières, c'est l'université de Southern California, donc en Californie, et la dernière, c'est l'université de Chicago, qui sont toutes les deux privées. Les chiffres en noir dans les universités publiques sont les in-state, donc ce sont les tarifs que payent les résidents de l'État de Floride ou de l'État du Texas. Donc, vous voyez, $6 000 pour la Floride, à peu près 11 000 pour le Texas. Et par contre, si vous êtes out of state pour ces universités-là, vous paierez 18 000 ou 39 000, donc une somme nettement plus importante, mais toujours moins importante que les universités privées comme USC ou l'Université de Chicago qui sont maintenant au-dessus de 57 000 $. Room and board, c'est le logement et la nourriture qui sont, en fait ça varie en fonction des villes et des universités, donc entre 10 et 20 000 $ par an. Donc, il faut compter un budget pour une université entre 18 000 en Floride si on est résident de l'État et 75 000 pour certaines universités. Et ça, ce sont des frais de scolarité annuels qui augmentent chaque année. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut obtenir des bourses. On peut obtenir des bourses soit liées aux ressources financières, soit pour le mérite. Il faut savoir que les universités les plus prestigieuses ne donnent que de l'aide en fonction des ressources, qu'on appelle need-based. Tous leurs élèves sont bons, donc il n'y a pas d'aide au mérite. Par contre, il n'y a pas que celle-là, et donc beaucoup d'universités donnent des bourses aux étudiants étrangers, au mérite et aux ressources, mais il faut avoir soit des circonstances exceptionnelles et surtout un dossier qui fait que les universités veulent vous admettre, même si elles vont subventionner, entre guillemets, la scolarité de l'enfant. Une autre chose qu'on entend beaucoup, c'est mon fils fait du foot, il est très très bon, mais il faut savoir que les bourses pour talents exceptionnels, sport, musique, sont exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il faut être classé, nationalement, il faut avoir joué dans un grand orchestre pour avoir une chance d'avoir une bourse au mérite liée à un talent exceptionnel. Je conseille les familles, on approche des 25 minutes, donc je conseille aux familles d'aller voir le Net Price Calculator. C'est sur le site internet des universités pour calculer en fait combien vous allez devoir dépenser. Maintenant, je vais prendre des questions. Je ne sais pas si vous avez des questions dans l'assistance, parce que je vous ai donné beaucoup d'informations. Donc, je vais vous présenter 2 secondes ma collègue Pascal. Bonjour à tous. Donc, j'ai participé avec vous à la session et je suis à votre écoute si vous avez des questions pour relayer et en faire part à Nathalie. N'hésitez pas à nous écrire. Donc voilà, recommandez-vous aux enfants qui ont fait les études en anglais de passer le DELF. Alors le DELF, ce sera pour les universités francophones. Donc ce sera en fait pas pour les universités aux États-Unis, ça sera pour soit aller étudier au Québec, soit pour retourner en France. Donc voilà. Après, est-ce que les universités publiques sont moins sélectives? Elles peuvent être un peu moins sélectives. En fait, tout dépend des universités. Pour parler, par exemple, d'un État que moi je connais bien, qui est l'État de Floride, nous avons 11 universités en Floride. Il y en a qui sont très sélectives, comme l'Université de Floride, où maintenant c'est plus difficile de rentrer à l'Université de Floride que dans certaines Ivy League, ou quasiment. Par contre, et donc quand on est out of state, ça, comme pour beaucoup en fait de questions, la réponse c'est souvent ça dépend. Mais les universités publiques sont en général plus grandes, elles acceptent plus de candidats, donc il est tout à fait possible de trouver une université publique dans laquelle votre enfant pourra
au moins commencer son bachelor, quitte à transférer pour le finir dans une autre université plus tard. Une question, donc j'interviens, une question d'Axel qui nous demande la différence entre le PSAT et le SAT. Et voilà. Alors, le PSAT, c'est un pre-SAT. Il y a un petit peu moins de questions. Il est un petit peu plus court. Il est noté sur une échelle de un tout petit peu moins. Il est sur 1570, je crois, au lieu de 1600. Mais c'est une bonne évaluation. Le PSAT, je recommande aux élèves de le passer. En général, les écoles le font passer obligatoirement en 11e. Certaines écoles le proposent dès la 9e aux élèves. Moi, je conseille au moins en 10e de le faire passer. L'avantage du PSAT, si on est un très bon élève, c'est qu'on peut se qualifier pour le National Merit Scholarship, qui est une bourse très prestigieuse qui donne des accès ensuite aux différents scholarships, etc. Donc, le PSAT, c'est un indicateur, il ne compte pas, il n'est pas envoyé aux universités, sauf si on a un score excellent en Alors, une remarque de Sabrina qui nous dit qu'on entend de plus en plus les universités, même prestigieuses, accorder moins d'importance aux tests standardisés, et que ces universités recherchent des élèves plutôt créatifs, plus créatifs. Donc, qu'en pensez-vous ? Alors, donc c'est vrai, il y a un vrai mouvement. Donc, je l'évoquais un petit peu, c'était le mouvement du test optional. C'est un vrai mouvement dans la mesure où de plus en plus d'universités acceptent soit ne demandent aucun test, soit ils vont demander d'autres tests. NYU, par exemple, est devenu test optional et ils vont demander 3 subject tests ou des résultats au AP ou des résultats à l'IB au lieu du SAT. Donc, si votre enfant a des difficultés pour réussir le SAT ou le ACT, c'est vrai que c'est une option. Il faut savoir quand même que même ces universités test optional ont tendance à donner des bourses au mérite aux élèves qui testent bien, qui envoient leur score. Donc, si vous espérez avoir de l'aide financière ou de l'aide au mérite, c'est en fait souvent quand même lié au résultat du SAT ou du ACT. Par contre, ça donne une vraie possibilité aux élèves d'entrer. Alors, c'est vrai, la créativité, c'est ce que je vous disais, c'est super important. Par contre, toujours l'académique d'abord. Donc, il faut avoir quand même un bon GPA, avoir suivi des cours qui challenging et avoir aussi de la créativité et tout ça. Ça peut effectivement compenser pour des scores qui sont un petit peu en dessous du niveau académique de l'enfant. Une question de Sandrine qui demande comment on demande les bourses et faut-il aller sur les sites des universités ? Alors, là encore, ça dépend. Pour les bourses, vous avez beaucoup d'universités vont faire vous postulez, votre enfant est accepté, il reçoit une lettre d'admission parfois avec ce qu'ils appellent les tuition reduction ou des scholarships. Donc, par exemple, bravo Camille, vous êtes accepté à l'Université de Miami avec le Presidential Scholarship qui vaut $34 000 par an. Donc ça sera sur la lettre d'admission au moment de la réponse en fait que vous aurez de l'université. C'est là où en fait il y a le plus d'argent entre guillemets. C'est là où vous allez recevoir beaucoup où les élèves reçoivent le plus de réductions et de bourses. Certaines universités, Boston University, Washington, WashU in St. Louis, ont des applications spécifiques pour les scholarships que les élèves doivent faire au moment où ils vont postuler. Sinon, ils ne seront pas éligibles pour ces scholarships. Et après, il y a toute une série d'autres bourses qui sont disponibles hors université, qui sont souvent des bourses beaucoup plus petites, sauf pour les gros scholarships comme Coca-Cola, etc. Les autres sont des petites bourses de 3 000, 2 000, 5 000 $ que les élèves pour lesquelles les élèves peuvent postuler en dehors des universités, en fait. C'est un vaste sujet. Peut-être que je referai un webinaire juste sur ce sujet-là pour vous expliquer. Autre question, nous avons
plusieurs personnes, je pense, du Canada, connectées depuis le Canada. Donc, on a des questions par rapport aux universités au Canada. Donc, savoir si on va aborder ce sujet peut-être dans un autre webinaire et si les universités canadiennes sont adaptées pour les élèves français. Alors, justement, c'est un vrai sujet. J'ai beaucoup d'élèves qui postulent pour les universités canadiennes et en particulier au Québec. Il est prévu avec l'UFE de refaire un webinaire qui se concentre juste sur les applications pour les universités canadiennes, parce que ça faisait trop d'informations pour le peu de temps que j'avais aujourd'hui. Donc, laissez vos coordonnées, envoyez-nous un email. Vous avez nos coordonnées à l'écran pour qu'on vous recontacte le jour où on fait ce webinaire sur les universités canadiennes. Mais en gros, il faut savoir que si vous avez un bon dossier académique et des bons tests, ce sera pertinent pour les universités canadiennes de la même façon. Une question par rapport au test. Les nous demande si la culture générale est prise en compte dans ces tests ou si c'est uniquement basé sur le programme scolaire du secondaire. Alors, en fait, ce n'est pas vraiment de culture générale, c'est vraiment les différentes parties du test, c'est de la compréhension de texte. Donc, c'est pas de la culture générale, mais c'est du vocabulaire, c'est comprendre des textes qui sont parfois assez élaborés avec des sujets assez pointus. Donc, si on ne comprend pas bien le vocabulaire, on a du mal à comprendre l'intention de l'auteur, etc. Ça, c'est la partie reading. La partie grammaticale, grammaire, ça, c'est là où, en fait, en tutoring, on peut aider le plus parce qu'il y a une dizaine de règles à connaître. Et une fois que ces élèves les connaissent, nous, on le voit avec nos élèves, ils peuvent obtenir un score quasiment parfait. Ils ont tous 34, 35, 36 sur ACT, sur la partie grammaticale. En maths, on couvre les questions couvrent jusqu'à pre-calculus, un peu de trigonométrie. Donc, c'est vraiment sur le programme. Et c'est pour ça que les élèves privilégient un petit peu le ACT jusqu'à ce que le SAT change il y a 3 ans, parce que en fait, c'était plus directement lié au programme que le SAT qui était un peu plus ésotérique. Donc, mais c'est pas vraiment c'est plus de la compréhension de texte et connaître des règles de grammaire et de maths que de la culture générale. Une question également de Romane qui nous demande s'il est possible de valider un bachelor aux USA après un BTS en France. Donc, c'est un peu particulier. Alors, j'ai eu des cas de transfert, parce qu'une fois qu'on avait fait un BTS, dès qu'on est sorti du lycée, en fait, on est considéré, si on veut intégrer une université aux États-Unis, on est en transfert. On n'est plus en application en first year application. Donc, on n'est plus freshman, on est considéré comme un transfert. Donc, il faut vraiment regarder, parce que j'ai eu des cas de transfert, notamment avec les BTS, où les cours, en fait, étaient plus techniques et du coup n'étaient pas validés par l'université qui donnait pas de crédit. Donc ça, c'est vraiment tout un autre sujet. Je vous conseille on peut en reparler à un autre moment, mais c'est vraiment là, c'est plus pour les transferts et pour les équivalences en fait entre les différents diplômes. On nous demande également, en tant qu'Américain, si les prix des universités sont moins chers que pour un non-américain, non-citizen. Non. Alors, la seule différence affichée, c'est vraiment vous êtes résident de l'État ou pas. En Floride, par exemple, si vous êtes résident il y a toute une série de visas, ou si vous êtes, bien sûr, si vous êtes américain ou carte verte, vous êtes considéré résident. Mais par exemple, pour les universités de Floride, si vous êtes visa E, L, O, vous êtes aussi considéré comme résident. Donc là, vous avez un tarif spécifique parce que vous êtes résident de l'État. Sinon, pour les universités privées, que vous soyez français, chinois ou américain, vous payez le même prix. Par contre, quand vous êtes un étudiant international, vous rentrez dans d'autres cases d'admission un petit peu. Ils privilégient en général les étudiants américains. Ils n'ont pas forcément des quotas, mais
et ils ont tendance à regarder les étudiants étrangers pour avoir en fait des étudiants qui payent le plein tarif et pas pour leur donner des réductions. Ceci étant dit, j'ai des élèves ici qui ont eu 35 000 $ de bourse à l'Université de Miami en étant étudiant international sur visa. Donc, une chose que je n'ai pas dite, qui est peut-être importante pour vous aussi, pour la plupart des universités, quand on applique, on est étudiant freshman américain si c'est suivant son statut, pas suivant l'école qu'on fait. Donc, si votre élève est dans une high school américaine, mais qu'il n'est pas américain ou qu'il n'a pas une carte verte, il est considéré comme étudiant international, même s'il a fait ses études ici. Donc, ça change un petit peu. Chaque université a ses critères, mais c'est un des sujets qu'il faut garder en tête quand on applique. Plusieurs questions qui reviennent par rapport aux examens SAT, quand on est en France. Comment s'y prendre et comment peut-on le passer en France? Alors, je sais que le SAT a des dates. On pourra vous faire parvenir, nous on a fait une petite fiche que je vais vous mettre à l'écran avec les dates de tests aux États-Unis. Les dates sont les mêmes, sauf je crois au mois de mars. Enfin, il y a une ou deux dates qui ne sont pas disponibles à l'étranger. Mais si vous allez sur le site qui est là, le College Board, ou sur le site du ACT, vous pouvez voir les dates et les centres où passer ces tests. Donc, je sais qu'en France, il y en a plusieurs à Paris, il y en a dans le sud de la France, il y en a à Lyon, il y en a à Toulouse, il y en a un petit peu partout. Et pareil pour le TOEFL encore plus. Je crois que j'ai entreaperçu une question entre le TOEFL et le IELTS. La plupart alors le TOEFL a tendance à être américain. Le IELTS a tendance à être plus anglais. Mes élèves passent en général le TOEFL. S'ils ont un peu de mal avec le TOEFL, parce qu'il faut avoir 80 pour certaines universités, 100 pour les plus sélectives, je leur conseille de passer le IELTS parce que parfois le IELTS, ils réussissent mieux. Donc, les universités vont accepter de façon indifférenciée le IELTS ou le TOEFL. Je vais vous remettre là. Vous avez d'autres. Alors, on nous demande aussi s'il est possible de connaître les taux d'admission dans les universités publiques après avoir passé 2 ans en collège. Alors, là encore, ça varie, mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, si on est dans un community college et qu'on obtient son associate degree ou qu'on est en voie de l'obtenir, c'est-à-dire qu'on a des bonnes notes dans ces 2 années. Par exemple, en Floride et en Californie, c'est la même chose. Je n'ai pas vérifié les 50 États, mais j'imagine que c'est similaire. Les élèves sont garantis d'avoir une place en université à la fin de leur associate degree. Donc, par contre, c'est une des 11 universités de Floride ou une des, je sais plus, 17 universités de Californie ou 50, je sais plus combien il y en a d'universités publiques, mais on n'aura pas forcément le choix de où on ira, mais on est garanti une place, la place est garantie pour continuer vers un bachelor. Par contre, ce qui est très important si vos enfants commencent en community college, c'est de s'assurer qu'ils prennent les bons cours pour justement leur transfert. C'est-à-dire que s'ils veulent transférer en business dans une université, qu'ils ont en tête de transférer UC Berkeley ou à l'université de Floride, regardez dès le départ en fait du community college quels sont les cours qui sont nécessaires pour être acceptés, pour que la candidature soit considérée. Donc, il ne suffit pas d'avoir des bonnes notes, il faut aussi avoir pris les bons cours pour être considéré dans ce major. Sinon, par définition, ils ne pourront pas être admis parce qu'ils n'ont pas fait dans le associate degree le bon cours. Donc, c'est assez tactique dès le départ, en fait. Une question par rapport au TOEFL. Pascal nous demande si l'élève a passé 3 ans, donc 6, 7 et 8e grade aux USA, conseillez-vous de passer le TOEFL tout de même pour l'admission?
Alors, 6, 7 et 8e. Alors, en fait, c'est au moment où vous allez passer vous allez envoyer les dossiers. Donc, nos élèves de 12e sont en train de finaliser leur dossier d'admission. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on regarde s'ils ont 3 ou 4 ans de scolarité en anglais. Donc, 6, 7, 8, si vous continuez à rester aux États-Unis ou en tout cas à suivre une scolarité en anglais, ils n'en auront a priori pas besoin. Par contre, là où il est possible qu'on leur suggère de passer le TOEFL, c'est par exemple, ils passent le SAT ou le ACT, ils ont un score qui est plus moyen que leurs résultats académiques. Passer le TOEFL, avoir un bon score, peut dire, bon, vous voyez, on est français, on était dans un programme bilingue. Le fait d'avoir un bon score de TOEFL, ça veut dire je suis prêt à suivre une scolarité en anglais quand même. Donc, dans certains cas, ça vaut la peine de passer le TOEFL quand même. La plupart du temps, ce n'est pas nécessaire. Alors, certaines universités, comme Northeastern, va demander à tous les élèves d'envoyer le TOEFL s'ils déclarent ne pas parler anglais à la maison. En général, mes élèves envoient ensuite un email en disant, voilà, j'ai eu 670 ou 720 au reading du SAT. Du coup, est-ce que vous pouvez me dispenser de cette exigence? Et l'université, en général, accepte de lever l'exigence du TOEFL quand les élèves peuvent démontrer, en fait, plusieurs années de scolarité en anglais et déjà des bons résultats dans d'autres tests. Une question également par rapport à la préparation aux examens SAT et CT. Quel est le meilleur moment au cours du grade 11, du grade 11, pour démarrer la formation ou la préparation? Alors, ça, ça va dépendre un petit peu des conditions dans lesquelles se trouve votre enfant. Si votre enfant fait une scolarité aux États-Unis, ou en tout cas, disons qu'il est là depuis 9th grade et qu'il parle bien anglais, et qu'il est dans des cours de maths, de calque ou de calculus, nous recommandons de passer le test en décembre ou en janvier, parce que comme ça, il a le temps de le passer 3 fois dans l'année et d'avoir fini au mois de juillet. En fait, ce que vous voulez, c'est qu'en juillet, il ait le score de SAT ou de ACT dont qu'il souhaite avoir, et comme ça, il peut se concentrer sur l'écriture des dossiers à la rentrée et pas être en train de repasser le SAT. Donc, décembre, janvier pour le passer. Donc, on commence en fait la préparation, le tutoring en octobre. Nous, on a pas mal de familles qui commencent maintenant, octobre-novembre, pour réussir le test. Alors, si votre élève est bon, il le passera peut-être en décembre, une autre fois en février, et après, c'est terminé, il peut se concentrer sur ses examens, les épis, etc. Le seul cas où je commencerai plus tard, c'est un élève qui est arrivé récemment aux États-Unis, donc qui parle pas très bien anglais, ou qui est dans un cours de maths moins avancé, où là, il vaut mieux commencer un petit peu plus tard parce que l'élève va se retrouver en difficulté, et plus on attendra, meilleur sera son niveau. Donc là, vous pouvez commencer en mars-avril. Je crois que là, je vais prendre peut-être une dernière question parce qu'on est déjà à 50 minutes. Donc, peut-on appliquer aux universités américaines si l'on a uniquement le bac français? Alors, on peut effectivement appliquer aux universités américaines si on a le bac français. Et là, je vous conseille donc d'aller voir sur le site de l'université qui vous intéresse et voir quels sont les dossiers à fournir pour un étudiant international. Certaines universités, l'université de Miami par exemple, ne demandent pas le ACT et le SAT si les élèves ont fait leurs études à l'extérieur des États-Unis. Donc, par contre, ils vont demander le TOEFL ou le IELTS et ils vont regarder les bulletins et ils vont regarder l'extrascolaire, le leadership, etc. de la même façon. Mais c'est très, très possible d'appliquer avec le bac français. Par contre, il faut prouver le niveau son niveau de la maîtrise de l'anglais, en fait. Donc, écoutez, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire. Beaucoup de remarques également sur les participants demandent s'il y aura
une transmission du support. Alors, l'UFA m'a dit que vous aurez, en fait, ce webinaire, cet enregistrement vous sera envoyé, le lien vous sera envoyé, je crois, dès demain ou en tout cas d'ici la fin de la semaine. Comme ça, vous aurez accès à la présentation et à mes commentaires. Je vous encourage aussi à nous envoyer vos questions ou à nous appeler, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, notre site web. Et puis, on vous tiendra au courant pour les webinaires suivants. Et nous allons avoir un transcript de toutes les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Comme ça, on vous répondra dans les jours qui viennent avec Pascal sur ces sujets de façon un peu plus précise. Donc, je vous souhaite une très bonne soirée, voire une bonne nuit si vous êtes en Europe. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.